Eh bien, bonjour à tous. Marie nous a présenté, mais voilà, je suis Véronique Samuel, je suis référente service de mobilité à l'agence du CEREMA à Blois. Je co-anime la cellule régionale d'appui France Mobilité en Centre-Val de Loire et je vous présente donc Lorenzo Joncheret, mon collègue, également à l'agence du CEREMA à Blois et qui est chef de projet mobilité durable. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le CEREMA. Donc c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et il accompagne essentiellement les collectivités et les services de l'État. Donc avant de commencer mon propos, je vous dirai deux mots sur la cellule régionale d'appui France Mobilité. Donc voilà, elle a été créée en 2019 à la suite des assises de la mobilité de 2017 qui a servi de déclencheur à la démarche France Mobilité. Elle est constituée de 5 partenaires, l'ADEME, la Banque des Territoires, les services de l'État, DREAL, DDT, l'Agence nationale de cohésion des territoires qui nous a rejoints récemment et le CEREMA. Donc, elle a pour but 3 types de missions, d'animer l'écosystème régional de la mobilité en faisant se rencontrer des acteurs et en organisant des événements sur la mobilité, d'aider les projets des collectivités et de centraliser les ressources documentaires, notamment avec son site Internet France Mobilité. Tu peux passer ? Voilà, donc nous accompagnons les collectivités par différents biais. Donc nous organisons un comité technique mensuel. Donc la région ne fait pas partie de la cellule, mais nous invitons systématiquement les chargés de mission mobilité durable lorsque nous nous réunissons. Nous répondons aux différentes sollicitations des collectivités via notre adresse mail. Et puis, donc, je vous parlais d'événements que nous avons organisés. Donc là, par exemple, à la fin du mois de juin de cette année, nous avons organisé un webinaire sur le covoiturage. Et prochainement, le 12 décembre, nous organiserons une journée en présentiel sur le thème, donc à Orléans, au labo d'Orléans, sur le thème de la cohabitation entre les piétons, les vélos et les voitures. Alors pour nous contacter, je vous mets les liens, vous aurez les présentations, j'imagine. Donc notre adresse mail, vous pouvez consulter le site internet de France Mobilité et aussi la plateforme Expertise Territoire. Vas-y. Voilà. Alors, nous avons tous conscience de l'action des activités humaines sur notre planète et notamment sur le climat. Comme nous le verrons plus tard, le secteur des transports de marchandises et transports de personnes est un des secteurs qui émet le plus de gaz à effet de serre, dont l'effet accru participe au dérèglement climatique. Et donc c'est pourquoi, compte tenu des enjeux de la France de neutralité carbone à l'échéance 2050, l'État et les territoires doivent tendre vers une mobilité plus durable. Alors qu'est-ce que la mobilité durable ? Eh bien, nous vous exposerons le concept avec les enjeux qu'elle soulève et nous vous donnerons également des éléments factuels qui caractérisent les mobilités afin de percevoir au mieux les leviers qui permettent de l'atteindre. Puis nous finirons par un florilège d'actions des territoires qui sont déjà engagés dans cette transition écologique. Alors la mobilité durable, c'est une mobilité vertueuse et décarbonée qui permet de répondre à la fois aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux d'un territoire en visant la réduction de l'usage de la voiture individuelle. Répondre à ces enjeux, ça nécessite des compétences transversales qui ne sont pas uniquement du ressort de la mobilité ou des infrastructures de transport, mais qui sont en lien avec l'aménagement du territoire pour, par exemple, construire une ville des courtes distances, l'aménagement des espaces publics, l'urbanisme favorable à la santé pour favoriser les modes actifs, mais aussi le développement économique ou l'action sociale, par exemple. Les acteurs du territoire, quant à eux, ce sont les pierres angulaires, finalement, de la mise en œuvre de cette mobilité durable qui est un des leviers de la transformation écologique des territoires.
Alors, les enjeux environnementaux, tout à l'heure pendant l'introduction, M. Amjadi en a cité quelques-uns. Effectivement, on peut citer la pollution et ses impacts sur les milieux naturels, ainsi que l'augmentation des émissions à effet de serre, dont les effets accrus dérèglent le climat. Malheureusement, l'actualité nous permet de constater qu'on ne fait que subir finalement tempêtes, crues et à l'inverse l'été des canicules et puis des sécheresses à répétition. Concernant les enjeux économiques, on peut citer notamment le coût de la mobilité pour les ménages, l'accès à l'emploi et l'attractivité du territoire. Alors pour le coût des ménages, je peux citer juste que les dépenses de transport représentaient en 2017, je suis désolée, je n'ai pas de données plus récentes, représentaient le premier poste de dépenses des ménages. Donc c'est l'INSEE qui avait estimé ça, et représentant à peu près 16,4% de leur budget. Sur l'accès à l'emploi, le laboratoire des mobilités inclusives avait estimé, d'après une enquête qui avait été réalisée en 2017, que près de la moitié des 18-24 ans avaient dû refuser un emploi parce qu'ils n'avaient pas de solution de mobilité. Concernant les enjeux sociaux, excusez-moi, on peut citer l'accès aux services et le maintien du lien social quand on constate un fort taux d'immobilité des personnes âgées, notamment dans les territoires peu denses. Mais on peut aussi compter les enjeux sur la santé en lien avec la pollution atmosphérique. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le transport était un des secteurs qui émettait le plus de gaz à effet de serre. Mais en fait, c'est le secteur qui émet le plus de GES. Sur ce graphique qui montre les émissions en équivalent CO2 en 2000 en bleu et en 2022 en jaune, l'INSEE a estimé que le transport routier émettait une quantité de gaz à effet de serre équivalent à 122,4 millions de tonnes de CO2. Alors on peut voir tout de même, comme point positif, c'est qu'entre 2000 et 2022, il y a une légère diminution de ces émissions de gaz à effet de serre, mais on peut se demander si ça sera pérenne, parce que nous avons vécu une crise sanitaire qui peut être à l'origine de cette diminution. Alors pour poursuivre sur le sujet, donc sur les enjeux de la mobilité durable, il faut déjà qu'on diagnostique donc quelles sont les pratiques actuelles des habitants. Et sur ce sujet, donc il y a un indicateur qui est assez utilisé, c'est celui que beaucoup d'entre vous devaient connaître sur les parts modales pour se rendre au travail. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? Donc ici, c'est des données de 2017 qui ont été calculées selon la distance au lieu de travail. Alors en Centre-Val de Loire et en France de province, donc là on a les deux sur ce tableau. Ce qu'on observe, c'est évidemment une dépendance à la voiture, mais qui dépend de la distance au lieu de travail. Bien évidemment, on peut s'en douter, quand on est plus proche de son travail, la part de la voiture est plus faible. Mais ce qu'on peut quand même souligner, c'est qu'il y a 6 actifs sur 10 qui habitent à moins de 2 km de leur travail en Centre-Val de Loire, qui se rendent au travail en voiture. Donc ça reste une part relativement élevée, bien qu'elle soit plus faible que pour toutes les distances confondues. Donc les modes actifs vont être plus développés sur ces courtes distances. Donc un actif sur 3 qui est à moins de 2 km de son travail s'y rend en marchant ou en vélo. Et sur les distances plus élevées, donc ça va être le transport en commun la part du transport en commun va augmenter. Alors ici, deuxième élément, donc, les différences selon les départements donc dans la région. La dépendance à la voiture elle va être plus forte donc, dans 3 départements que sont le Loir-et-Cher, le Cher et l'Indre, et moins forte dans l'Eure-et-Loir, le Loiret et l'Indre-et-Loire. Donc ça tient essentiellement au plus fort développement des transports en commun. C'est pas le seul facteur, mais sur les 3 derniers départements que j'ai cités, il y a presque un actif sur 10 qui se rend au travail en transport en commun. Sur la marche et l'absence de déplacement, c'est assez différent. Il y a une part légèrement plus élevée pour le Cher et l'Indre. Alors, de façon générale, sur la mobilité, on ne peut pas prendre en compte que les navettes domicile-travail, puisqu'il y a beaucoup d'autres motifs de déplacement dans la vie quotidienne. Et sur ce sujet, donc, on a représenté ici
selon les départements, donc les différentes tranches d'âge en pourcentage. Et donc ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est que les 65 ans et plus ou les 0-19 ans, ils vont avoir des besoins de déplacement qui vont être différents des 20-64 ans qui vont être plus mobilisés sur les navettes domicile-travail. Alors ici, donc, si on regarde, donc ça c'est sur la France métropolitaine, donc c'est une enquête réalisée par le ministère de la Transition écologique en 2019. Et donc ici, ce qu'on a représenté, c'est les différents motifs en fait, de déplacement sur l'ensemble de la France métropolitaine. Donc c'est en nombre de déplacements en 2019. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le lieu de travail habituel, il représente seulement un déplacement sur 5 et qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont être importants donc, à prendre en compte pour la mobilité durable, notamment les achats ou les loisirs qui représentent une part importante. Donc les parts modales des différents moyens de transport, ils varient également selon le motif de déplacement. Donc ça va être la dépense à la voiture va être plus faible en ce qui concerne l'éducation. Donc là, ce qu'on note en travaillant sur certains territoires, c'est qu'il y a un enjeu autour des déplacements des scolaires, puisqu'il y a quand même un tiers des enfants qui sont accompagnés par leurs parents à l'école en voiture. Et ça représente un enjeu autour de la sécurisation des trajets modes actifs pour se rendre sur les lieux scolaires. Donc là, je reviens sur un sujet qui a été évoqué précédemment, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc rapidement, on peut dire qu'en 2022, il y a un tiers des émissions de gaz à effet de serre de la France qui sont dues au secteur des transports, et la moitié ici, donc c'est sur les véhicules individuels, donc les voitures. Et il y a également un enjeu autour donc on ne l'a pas évoqué, mais il y a un enjeu autour du transport de marchandises, puisque les poids lourds représentent un quart du secteur des transports. Alors sur la décarbonation des mobilités, donc ici on a représenté donc, les 5 leviers qu'on peut mettre en rapport avec la mobilité durable, puisque la mobilité durable est une mobilité décarbonée nécessairement. Donc sur les 5 leviers qu'on a ici, donc, la demande de transport, le premier, on peut agir sur la demande, sur le report modal, sur le remplissage des véhicules, la consommation énergétique des véhicules ou l'intensité carbone de l'énergie. Donc ces différents leviers, on peut les inscrire dans un triptyque d'action qui permet aux collectivités d'agir vers une mobilité plus durable, qui est éviter, changer et améliorer. Donc on va revenir en détail sur ces 3 notions. Alors en ce qui concerne la notion d'éviter, c'est d'agir sur la baisse de la demande de transport sans réduire l'accessibilité des habitants. Donc là, on est sur une notion notamment de proximité au pôle de déplacement. Donc ici, on peut avoir deux thèmes qui sont déjà pour chaque motif, en fait, on peut avoir des solutions, c'est ça qu'il faut dire en premier lieu. Sur le travail, donc on a évidemment le télétravail qui s'est développé. Donc là, on a pris des différents articles de presse qui évoquent cette notion. Et puis sur les services itinérants, pardon. Voilà, donc on a par exemple sur les commerces itinérants qui permettent aux habitants de réduire leurs déplacements. Donc on a différents sujets, on a sur la santé, sur les démarches administratives, sur les lieux culturels, on peut avoir des services de ce type. Donc la deuxième notion, c'est changer. Donc ici, on peut agir sur un report modal, par exemple si on préfère le train à la voiture ou le vélo à la voiture, etc. On a le remplissage des véhicules, donc là évidemment, il y a une approche importante sur le covoiturage. Donc là, on a pris différents articles de presse qui évoquent ce sujet. Donc ce qu'on peut dire au niveau du train en région centre, c'est qu'il y a eu une forte augmentation de la fréquentation en 2022. On peut agir également sur l'intermodalité, donc par exemple sur le vélo avec le train, ou sur le développement des modes actifs sur les plus courtes distances. On peut avoir le développement de nouveaux services. Donc, on citera ici le transport d'utilité sociale sur le Pays de la Châtre, qui est un nouveau service qui a été mis en place. Et donc, ce projet a également été accompagné par le CEREMA. Donc voilà, on va revenir ensuite sur la troisième notion qui est améliorer. Oui. Alors, l'amélioration, c'est essentiellement l'amélioration des motorisations des véhicules, hein, donc le passage à l'électrique ou au bio-GNV.
Donc là, on a cité des exemples de car Rémi qui passent au bio-GNV ou des minibus, par exemple, dans le centre-ville de Châteauroux. Mais c'est aussi tout ce qui peut concerner une baisse de la consommation de l'essence et notamment la réduction de la vitesse. Là, donc, il est question d'apaisement des vitesses, essentiellement dans les centres-bourgs. Et d'ailleurs, cet apaisement, il ne fait pas que réduire la pollution, c'est aussi un bien-être pour tous et ça favorise le partage de l'espace public. Voilà, alors dans les territoires à faible densité, eh bien, on peut aussi mettre en place des solutions de mobilité durable. Il faut nécessairement inscrire la décarbonation dans les projets de territoire et viser la réduction de l'autosolisme, donc l'usage de la voiture seule. C'est le cas finalement de pratiquement tous les territoires puisqu'ils sont engagés souvent dans des démarches de PCAET, les plans climat, air et énergie territoriaux. Donc par le biais d'actions qui touchent à la démobilité, donc on vous en a parlé tout à l'heure, ce sont des services ou des commerces itinérants, ou le télétravail, de la mobilité partagée, le covoiturage ou l'autopartage, ou favoriser la mobilité active, favoriser la marche, le vélo, les nouveaux engins de déplacement personnel comme la trottinette, mais aussi la mobilité solidaire avec le transport d'utilité sociale, le transport à la demande, l'autostop organisé. Et c'est aussi, quand peuvent les territoires, le développement des transports communs, des transports en commun, ou de l'intermodalité, c'est-à-dire l'optimisation de plusieurs modes de transport, notamment vélo-train ou trottinette-train par exemple. Voilà, on arrive au terme de notre discours. Donc, je vous ai mis en référence un ouvrage du CEREMA qui nous a permis d'illustrer notre propos. Donc, vous pouvez le trouver en téléchargement gratuit sur notre site. Et voilà, je vous remercie. On a du temps, on a du temps pour prendre plein de questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main et on va vous passer le micro. Bonjour, c'est Olivier Cochematian de Famille Rurale. J'ai vu dans les solutions à faible densité, vous avez mis la mobilité solidaire. Alors, on en fait. Mais par contre, c'est pas, quand je discute avec les personnes qui travaillent dessus, pour eux, c'est pas du tout évident qu'ils participent à de la mobilité durable. Parce que voilà, ils ont des véhicules, c'est des véhicules thermiques et voilà, il y a des déplacements. Donc je voulais peut-être mieux comprendre, pour peut-être aussi mieux l'expliquer, en quoi la mobilité solidaire peut aussi être considérée comme de la mobilité durable. Voilà. Eh bien, oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit au début, la mobilité durable, finalement, elle se trouve au croisement de différents enjeux. Les enjeux environnementaux, d'accord. Là, on s'est concentré, on nous avait demandé d'intervenir sur les enjeux environnementaux. Donc, voilà. Mais aussi au croisement de ces enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Et finalement, la mobilité solidaire, ça participe plutôt à ces enjeux sociaux, puisqu'elle permet de créer du lien finalement avec des personnes qui étaient un peu isolées et leur permettre de renouer avec les services et puis d'autres personnes. Moi, je pense que la mobilité solidaire, elle intervient plus sur le champ social finalement que environnemental. Mais c'est toujours la mobilité c'est toujours la mobilité durable. En fait, vous pouvez synthétiser sur assurer un droit à la mobilité pour tous. Ça fait partie intégrante de la mobilité durable. Donc, c'est tout l'enjeu, ne pas opposer enjeux sociaux et enjeux environnementaux. Mais il y en a plein qui se prennent la tête là-dessus. Mais en tout cas, il faut réussir à ne pas opposer. Madame. Non, mais ça va aller sans micro. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites sur le lien, justement, environnement et social. Et justement, dans ce que vous disiez, j'avais quand même un espèce de doute sur le paradoxe. Réduire la mobilité, alors qu'on sait très bien qu'il y a des territoires qui sont enclavés et où justement il y a un problème d'accès aux soins qui s'intensifie et à l'emploi, surtout dans le contexte dans lequel on est, et en même temps le droit à se déplacer. Donc en même temps, j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes dans ce paradoxe entre « faut moins se déplacer » et en même temps... Oui,
Alors j'entends, en fait, on cherche à réduire finalement les distances que l'on parcourt en véhicules motorisés qui polluent. Donc ça ne veut pas dire moins de déplacements au total, c'est chercher à se déplacer moins, mais surtout à se déplacer moins en véhicules polluants, quoi. Non, je ne vous convainc pas. Oui, tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que finalement, la mobilité, en tout cas pour mettre en œuvre la mobilité durable, ce n'était pas une question uniquement de mobilité. Ça croisait finalement différentes compétences, dont l'aménagement du territoire pour créer la ville des courtes distances. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà. Oui, bonjour, Jérôme Bernasconi, WeMove Centre Val-de-Loire. Je vous remercie d'abord pour votre présentation. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le pouvoir bouger, c'est-à-dire les solutions. C'est très bien, c'est essentiel même d'avoir des solutions. Il y a également le savoir bouger, c'est-à-dire vraiment le changement de comportement et l'accompagnement des personnes également au changement de comportement, parce qu'on voit qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Nous, on le fait beaucoup sur l'accompagnement des personnes en parcours d'insertion socio-professionnelle, où on voit que quand on fait vraiment un accompagnement personnalisé avec la construction d'un parcours et en proposant les différentes solutions, on peut lever un certain nombre de freins, et notamment le frein psychosocial qui est absolument essentiel. Donc je reviens un peu sur ce qui a été dit, sur le social, la mobilité solidaire, etc. C'est vrai que la solution, c'est souvent la clé d'entrée. On cherche toujours la solution la plus adaptée, mais elle est parfois... il faut vraiment l'associer à cette compétence mobilité à exercer, quoi. Oui, à savoir exercer au mieux. D'ailleurs, j'entends là beaucoup de différents intervenants là, qui décrivent en premier lieu les solutions. Pour revenir par exemple au Pays de la Châtre que je connais bien, hein, donc le service est mis en œuvre par Famille Rurale 36. Avant d'arriver à cette solution, il a fallu réaliser un diagnostic de territoire et pour déterminer les besoins en fait et la situation du territoire. Et c'est à l'issue de cette réflexion que ce projet a émergé. Donc sur ce territoire, ça n'a pas été avancé tout de suite comme ça. Il a fallu regarder et bien connaître et analyser le territoire pour en déterminer les besoins. Oui. Florence Dumont, je suis là au titre de l'association Urgence Ligne Châteauroux-Châtillon-Loge-Tours, qui s'est créée fin mai pour peser sur la réouverture de la ligne ferroviaire jusqu'à Châteauroux. Et dans notre réflexion, tous les sujets que vous avez abordés sont au cœur de nos questionnements, à savoir la question de l'aménagement du territoire durable, la question des besoins de mobilité, notamment dans ces ruralités, la question de lutter contre la fracture territoriale, parce qu'on voit qu'entre le nord de la région et le sud de la région, il y a une vraie fracture. Donc notre travail va être un travail de longue haleine, parce que rouvrir une ligne ferroviaire, c'est des gros investissements, et ça rentre dans le cadre de l'objectif de report modal, à la fois pour les voyageurs, mais aussi pour les marchandises, parce qu'on a des camions les uns derrière les autres, si je puis dire, sur la 943, qui est très accidentogène. Mais en même temps, on s'interroge sur les choix d'investissement, parce que il faut effectivement défendre la question de la complémentarité des transports, mais le fait que ce soit dans des logiques concurrentielles amène à ce que effectivement les acteurs économiques et sociaux font des choix en fonction de leur capacité financière. Et là, quand effectivement on voit des aménagements sur les routes qui coûtent des millions, sur Villedieu par exemple, une rocade pour contourner la ville, 25 millions payés par le département parce que la compétence est du département, un projet pour doubler la route entre Loches et Cormery pour 35 millions. Et en parallèle, on nous dit rouvrir une ligne de chemin de fer, c'est horriblement cher, ça va être très compliqué. Enfin, donc là, du coup, on s'interroge vraiment sur cette volonté politique, parce que là, il faut une vraie volonté politique partagée, pour le coup, entre les départements, les collectivités locales du périurbain, de l'urbain et la région.
de s'accorder là où on met les investissements en priorité pour qu'il y ait un affichage très clair de vers quoi on va en matière de politique de mobilité. Vous avez fait aussi référence à la question des transports de marchandises sur la région Centre-Val de Loire. Et il y a des cartographies qui le montrent. On est sur une région où on a un nombre de flux transport camions internes à notre région qui est faramineux. En même temps, on est une région où on a le développement des plateformes logistiques. Aucunes ne sont embranchées. Du coup, c'est des véhicules de marchandises. Et donc là, moi, en tant que citoyenne, je m'interroge sur la sobriété. On demande à faire moins de déplacements. Alors, je suis effectivement d'accord sur le fait qu'il faut moins se déplacer. Mais laisser les marchandises faire le tour de la planète pour venir alimenter nos territoires ou nos besoins, moi, ça m'interroge aussi. Donc on est bien aussi dans la question de revoir nos modes de consommation et de production. Merci. Je ne sais pas si ça s'appelle une réponse simplement sur la question de la réouverture d'une ligne. On aura le témoignage de Railcoop cet après-midi. Témoignage, bon, voilà. Alors juste peut-être, je répondrai pas. Je ne répondrai pas à la place de la région, mais juste peut-être vous dire qu'il y a des bassins de mobilité qui ont été dessinés par la région en partenariat avec les collectivités territoriales, qu'au sein de ces bassins de mobilité, il y aura des comités opérationnels de mobilité et que sur la ligne Tours-Loche et Tours-Chinon, il y a des réflexions en cours auxquelles le CEREMA participe aussi pour voilà, donc je ne peux pas aller plus loin sur le sujet, mais en tout cas voilà. Bonjour, Simon du mouvement associatif Centre-Val de Loire. Ma question va rejoindre un peu la question qui vient d'être posée. C'était dans la présentation que vous faites, on se rend compte que finalement les solutions elles se prennent à l'échelle politique, donc que ce soit à l'échelle de l'État ou de manière plus locale. Je voulais savoir un peu comment justement réussir à les engager, ces échelles-là, pour réussir à avoir plus de transports en commun, plus de pistes cyclables, tout ce qui permettrait une mobilité plus durable. Alors, bon, je pense que c'est un des sujets qui va être abordé par mon collègue de l'Adréal, Julien Olivier, tout à l'heure par la LOM. Mais la loi d'orientation des mobilités a introduit, donc a permis aux comités de communes de prendre la compétence mobilité. Et donc, dans les territoires qui ne sont pas couverts, c'est la région qui est autorité organisatrice de la mobilité locale. Et donc, au sein de ces territoires, il y a un comité des partenaires qui permet finalement de faire se rencontrer tous les acteurs économiques de la société civile et de la mobilité sur le territoire. Donc, ce sont des sujets qui seront abordés et on peut espérer qu'il y ait plus finalement que les besoins sont davantage pris en compte pour apporter les besoins qui correspondent, les solutions qui correspondent à ces besoins. Merci beaucoup.